Si on suggère à un athlète de haut niveau que la méthode absolue pour devenir plus explosif, sauter plus haut et frapper plus fort, ben, ça consiste à se reposer plus longtemps, on risque de provoquer quelques haussements de sourcils. Ah, ça c'est clair. Je pense que dans la culture sportive moderne, le fameux mythe du no pain, no gain, il a la vie très très dure. Ouais, et il y a cette croyance ultra ancrée qui voudrait que pour mériter des résultats, il faille transpirer à grosses gouttes, réduire les temps de pause à néant et surtout finir chaque séance complètement épuisé, quoi. C'est ça. Et pourtant, la science de la physiologie humaine est en train de prouver très exactement l'inverse en fait. Et c'est vraiment le point de départ de notre exploration d'aujourd'hui. Un point de départ fascinant d'ailleurs parce que ça touche au paradoxe ultime du football moderne. Sur le terrain, on observe une double exigence physiologique qui est presque contradictoire. Absolument. D'un côté, on exige des joueurs une vitesse explosive pure, tu vois, la capacité de déclencher un sprint foudroyant en une fraction de seconde, pour tacler un attaquant ou couper une ligne de passe. Ouais, l'effort ultra intense et soudain. Exactement. Et de l'autre côté, on leur demande d'afficher une endurance quasi inépuisable. Ils doivent répéter ces efforts à haute intensité pendant plus de 90 minutes. Historiquement, la préparation physique séparait complètement ces deux mondes. On faisait des footings interminables pour construire l'endurance d'un côté, c'est ça, et du travail de vivacité spécifique pour la vitesse de l'autre. Voilà, c'était très cloisonné. Sauf qu'un match de football, ça laisse pas le temps de choisir. Les actions qui font basculer une rencontre, genre un but, un sauvetage in extremis sur la ligne, ça dure rarement plus de 4 ou 5 secondes. C'est le temps de l'action décisive, oui. Et c'est là qu'intervient notre source du jour. C'est un document qui remet en question des décennies de dogmes sportifs. On va plonger dans un article scientifique extrêmement détaillé qui s'intitule Optimizing Short Sprint Interval Training for Young Soccer Players. Et le sous-titre est tout aussi important, Unveiling Optimal Rest Distributions to Maximize Physiological Adaptations. Tout à fait. C'est une recherche qui a été menée par Xiaogen Li et Kun Xue et elle a été publiée dans les colonnes du très prestigieux Journal of Sports Science and Medicine en juin 2024. C'est un document vraiment majeur, hein. Surtout parce qu'il isole une variable que beaucoup considèrent un peu comme secondaire, le chronomètre de la récupération. C'est-à-dire que leur but, c'était pas de réinventer la façon de courir des athlètes. Non, pas du tout. Leur but, c'était d'analyser ce qui se passe à l'intérieur même des cellules musculaires quand on manipule simplement les secondes de répit entre deux sprints. Notre mission pour cette analyse d'aujourd'hui, c'est donc de décortiquer la science derrière cette méthode, le fameux Short Sprint Interval Training, ou SSIT, pour comprendre comment le temps de repos dicte littéralement à notre corps quelle machine il doit devenir. Et le mot dicter est parfaitement choisi ici. D'accord, décortiquons tout ça. Qu'est-ce que c'est que ce SSIT très concrètement sur la pelouse ? Alors, pour bien visualiser, le Short Sprint Interval Training se définit par des efforts d'une violence extrême. Mais attention, d'une durée extrêmement brève, généralement entre 3 et 10 secondes, grand maximum. Donc on parle d'un sprint à intensité maximale absolue. C'est pas un footing rapide là, hein ? Non, c'est un engagement total. Le système nerveux, les muscles, tout est à 100%. Contrairement à un entraînement fractionné classique, le HIIT qu'on connaît bien, où on peut courir pendant 30 ou 60 secondes, le SSIT cible une fenêtre métabolique ultra précise. Millimétré même. Voilà. La littérature scientifique prouve que le pic de puissance mécanique et les adaptations neuromusculaires les plus fortes, elles se produisent dans ces toutes premières secondes d'accélération. C'est ça. Et pour bien comprendre ce qui se joue dans ces premières secondes, je propose de laisser de côté l'ancienne métaphore du fameux réservoir de nitro. Tu sais, c'est un peu simpliste. Ouais, c'est vrai qu'on l'entend souvent, celle-là. Pensons plutôt au métabolisme humain comme un moteur hybride de voiture de course. Le sprint de 6 secondes, il utilise vraiment ce boost électrique immédiat. Et la question centrale de l'étude, c'est pas la vitesse de cette accélération, c'est le temps nécessaire pour que la batterie se recharge avant de caler. C'est une super analogie. Sur le plan biologique, notre système hybride, ou notre batterie électrique, c'est le système ATP, PCR, donc l'adénosine triphosphate et la phosphocréatine. L'énergie immédiate, en gros. Celle qui ne nécessite pas d'oxygène. C'est explosif. Mais le truc, c'est que quand un sportif maintient un sprint au-delà d'une dizaine de secondes ou alors qu'il repart trop vite sans s'être posé, ce système ATP-PCR, il est complètement vide. Et là, le corps doit trouver un plan B pour survivre à l'effort. C'est ça.
il bascule vers la voie glycolytique. Il se met à décomposer du glucose. Alors ça fournit de l'énergie, certes, mais ça produit aussi des déchets, notamment de l'acide lactique et des ions hydrogène. Ah, ce qui provoque cette sensation de brûlure insoutenable. Tu sais, cette impression d'avoir du plomb dans les mollets qui te force littéralement à ralentir. Oui, la fameuse fatigue périphérique. Et c'est là tout le génie du SSIT. En limitant l'effort strictement à 6 secondes, la méthode permet de générer une puissance maximale tout en esquivant, en grande partie, cette inondation d'acide lactique. D'accord. Donc, le véritable mystère scientifique que Lee et Xue ont voulu résoudre, c'était de trouver le ratio mathématique parfait entre ces 6 secondes d'effort total et le temps de repos qui suit. Exactement, trouver la bascule parfaite. Mais pour découvrir ce ratio parfait de recharge, il fallait concevoir une architecture expérimentale en béton. Parce que comment on s'assure que c'est le temps de repos qui crée une différence et pas, je sais pas, le talent naturel du joueur ou son alimentation? C'est crucial en sciences du sport. Les chercheurs ont mis en place un protocole très strict. Ils ont recruté 36 jeunes footballeurs amateurs. Ils avaient environ 17 ans et demi de moyenne d'âge. Ce qui est l'âge parfait pour voir des adaptations physiologiques. Oui, et le point important, c'est qu'ils viennent tous de la même académie. Ils ont exactement le même volume d'entraînement hebdomadaire, la même routine, le même régime de base. Les chercheurs les ont divisés en 4 groupes distincts. Donc il y a un groupe de contrôle, j'imagine? Oui, un groupe de contrôle qui a simplement continué le football normalement, sans rien changer. Et ensuite, on a nos 3 groupes expérimentaux qui ont été soumis au fameux SSIT avec des ratios effort-repos différents. Les fameux ratios. Voilà. On a le ratio 1,3, le ratio 1,6 et le ratio 1,9. Ok, donc pour que tout le monde puisse bien visualiser la scène sur le terrain, tout le monde s'aligne et il court un sprint maximal de 6 secondes. Jusque-là, aucune différence entre les groupes. Aucune. L'effort est identique pour tous. Mais c'est au moment de souffler que tout bascule. Le groupe 1.3, il a droit à 18 secondes de récupération. Le groupe 1.6, il se repose 36 secondes. Et le groupe 1.9 marche tranquillement pendant 54 secondes. C'est ça. 18, 36 et 54 secondes de marche de récupération. Et cet entraînement, il est mené 2 fois par semaine pendant une durée totale de 7 semaines. Alors, c'est là que j'ai une objection, ou en tout cas une question très pragmatique. On parle de joueurs qui courent exactement à la même vitesse, pendant la même durée de 6 secondes. Est-ce que le simple fait de rajouter quelques dizaines de secondes de repos en marchant peut vraiment changer l'anatomie ou les performances finales d'une manière mesurable? C'est vrai que ça paraît fou. Ben ouais, parce qu'à l'échelle d'une séance, on parle d'une différence de quelques minutes de marche au total. Intuitivement, on se dit que c'est beaucoup trop insignifiant pour créer un vrai bouleversement biologique. C'est le réflexe naturel de penser ça. On a tellement été habitué à l'idée que l'adaptation vient uniquement de la souffrance de l'effort et pas du temps d'inactivité. Mais en fait, la biologie, c'est pas une simple équation de dépense calorique. C'est plus subtil que ça. Beaucoup plus. Et pour prouver que ce temps de repos agissait comme un véritable interrupteur physiologique, les chercheurs ont soumis les joueurs à une batterie de tests hyper rigoureux, avant et après les 7 semaines. Donc ils ne se sont pas contentés de chronométrer un simple sprint sur 20 mètres. Non, ils ont vraiment cherché à tout évaluer. Pour mesurer la puissance aérobie, donc la capacité d'endurance de fond, ils ont utilisé le VO2 max sur tapis et le fameux test yo-yo IR1. Ah, le test yo-yo. Il faut s'y arrêter un instant pour quiconque n'a jamais eu le malheur de le passer. C'est ce fameux test navette insidieux où on doit multiplier les allers-retours sur 20 mètres au rythme d'un bip sonore qui s'accélère sans arrêt. C'est terrible comme test. C'est généralement un exercice qui se termine par un effondrement physique total sur la pelouse. Oui, ça pousse la machine dans ses retranchements. Et ensuite, pour mesurer la puissance anaérobie pure, cette fois-ci, ils ont utilisé le test de Wingate. Le test de Wingate sur vélo, c'est ça? 30 secondes de pédalage avec une résistance maximale. C'est exactement ça. Les 5 premières secondes, tu te sens pousser des ailes, et au bout de 10 secondes, l'acide lactique inonde tes cuisses. C'est une vraie torture physiologique. Et en plus de ça, pour être exhaustif, ils ont mesuré les capacités biomotrices. Genre la hauteur des sauts verticaux et la distance maximale de frappe de balle, c'est ça? Oui, rien n'a été laissé au hasard. Tout l'éventail athlétique a été passé au crible. Et c'est justement en examinant les résultats post-entraînement, après ces fameuses 7 semaines, que le clivage scientifique est apparu. Les chercheurs ont découvert que le temps de repos, il ne se contente pas d'aider à la récupération. Il dicte activement au corps quelles compétences il doit développer. C'est une notion vraiment vertigineuse quand on y pense. Regardons les données du premier groupe, le fameux ratio 1.3. Donc, ceux qui n'avaient que 18 petites secondes pour souffler,
Leurs résultats montrent qu'ils sont devenus de véritables monstres d'endurance. Leur VO2 max a augmenté de 8,4%. Ce qui est déjà énorme en seulement 7 semaines. Ouais, mais surtout, leur performance au test Yo-Yo IR1 a affiché une amélioration spectaculaire de 20,3%. Concrètement, sur un terrain, une augmentation de 20% au yo-yo, c'est pas juste un chiffre sur un graphique. Ah non, c'est la différence entre marcher et courir en fin de match. C'est la capacité, à la 89e minute sous une pluie battante, de déclencher une course de 40 mètres pour sauver un but, là où les poumons de l'adversaire ont déjà rendu l'âme. Mais la vraie question pour l'audience, c'est comment 6 secondes de sprint peuvent créer une telle endurance juste parce qu'on a réduit la pause? L'explication, elle se trouve dans l'urgence métabolique. En fait, avec seulement 18 secondes de répit, le rythme cardiaque n'a absolument pas le temps de redescendre. Ouais, on reste dans le rouge. Voilà. La consommation d'oxygène reste à un niveau très élevé, le corps est maintenu dans un état de stress respiratoire constant. Physiologiquement, face à cette acidité qui menace le muscle, le corps déclenche des mécanismes de survie. Il s'adapte à l'urgence. Exactement. Il apprend à réguler le pH musculaire. Il devient une sorte de station d'épuration ultra rapide pour évacuer l'acide lactique en urgence tout en maintenant l'effort. D'où ce triomphe absolu du repos court sur l'endurance. Mais alors, tournons-nous vers le groupe 1.9, ceux qui marchaient pendant 54 secondes entre chaque sprint. On pourrait se dire qu'avec autant de repos, leur entraînement serait forcément moins efficace. Et pourtant, c'est une toute autre histoire qui s'est écrite pour eux. Ce groupe 1.9, il a totalement dominé les statistiques d'explosivité. Oui, j'ai les chiffres sous les yeux. Augmentation de 10,4% pour le saut vertical. Sur un corner, ça représente la différence entre effleurer le ballon de la tête et placer un coup de casque impérial au-dessus du défenseur. Et c'est pas tout. Ils ont fait un bond incroyable de 18% pour la puissance crête, le peak power, lors du fameux test de Wingate. C'est fou. Si on résume la situation avec une petite analogie, le ratio 1.3, le repos court, ça transforme littéralement nos cellules en nettoyeurs ultra rapides, comme un marathonien. C'est une bonne image. Tandis que le ratio 1.9, le repos long, indique aux muscles de se préparer à soulever un camion à chaque nouvelle tentative, comme un haltérophile. C'est exactement ça, et c'est là qu'on revient à la biologie. Les 54 secondes de repos, elles sont pas là pour faire joli. C'est le temps nécessaire pour une reconstitution totale de la phosphocréatine, la fameuse PCR. La batterie dont on parlait au début. Voilà, la batterie est de nouveau à 100%. Du coup, le muscle n'a pas à gérer l'acide lactique, il peut exercer une force mécanique maximale absolue à chaque nouveau sprint. Ok, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que ces gains spectaculaires en puissance pour le groupe 1.9, ils ne s'expliquent pas seulement par la mécanique musculaire, ils trouvent leur source beaucoup plus profondément au niveau endocrinien. Le système hormonal, c'est le secret invisible de la récupération, et cette étude a eu la brillante idée de l'analyser via des prélèvements sanguins. Ouais, et il y a une observation fondamentale tirée des données. C'est que tous les groupes, absolument tous ceux qui ont pratiqué le SSIT, ont vu leur taux de testostérone augmenter et leur taux de cortisol diminuer. Ce qui est le saint Graal pour un athlète. Exactement, ça crée un environnement anabolique parfait. Pour rappel, la testostérone, c'est l'hormone qui construit la masse musculaire et répare les tissus. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. Quand il est trop élevé, il détruit les muscles. Et c'est là qu'on observe l'effet spécifique du repos long. Le groupe 1.9 a connu les meilleures adaptations hormonales de toute l'étude. Les chiffres sont dingues. Testostérone à plus 11,7% et cortisol à moins 10,3%. C'est énorme. Un repos plus long réduit le stress physiologique global imposé à l'organisme. Le corps ne se sent pas en danger de mort, donc il coupe l'alarme du cortisol. Et toute l'énergie est redirigée vers la construction tissulaire et neuromusculaire. Ça brise totalement, mais alors totalement, le vieux mythe du no pain, no gain, ou l'idée qu'il faut toujours raccourcir le repos pour souffrir davantage à l'entraînement. C'est une remise en question totale des pratiques de terrain. Parfois, se reposer plus longtemps, c'est littéralement le déclencheur chimique de la performance de pointe. Absolument. Si on doit synthétiser l'importance de cette distinction, c'est que la clé d'un entraînement optimisé, elle réside dans l'intentionnalité de la récupération. Faut savoir pourquoi on se repose. Voilà. Repos court pour la condition métabolique et l'endurance pure. Repos long pour l'explosivité, la hauteur de saut et surtout la santé hormonale. C'est limpide.
Et pour quiconque souhaite explorer de plus près cette méthodologie, on incite vivement notre audience à lire l'article scientifique original. Je rappelle le titre, Optimizing Short Sprint Interval Training for Young Soccer Players. C'est une lecture essentielle. Oui, plonger dans les tableaux de données complexes et la rigueur méthodologique de ces auteurs, c'est passionnant. Et d'ailleurs, pour être sûr de ne rater aucune future analyse académique de ce genre, on rappelle à tous ceux qui nous écoutent de s'abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Et tu sais, en fermant cette étude, il y a une pensée assez provocatrice qui m'est venue à l'esprit. Ah Hmm. Laquelle? On vient de voir que la manipulation de quelques petites secondes de repos physique peut littéralement recabler la biologie musculaire et hormonale d'un athlète. Ouais, Alors on peut légitimement se demander comment des temps de repos cognitifs parfaitement calibrés pourraient recabler l'endurance intellectuelle et la capacité de concentration profonde de notre propre cerveau. ouh, j'aime beaucoup ça. Surtout face à la surcharge d'informations qu'on subit au quotidien. Est-ce qu'un ratio de repos mental pourrait nous rendre intellectuellement plus explosifs? C'est une vraie question. Une question fascinante et ça fera sûrement l'objet d'une prochaine exploration. Merci de nous avoir suivis et on se dit à très vite pour une nouvelle plongée au cœur de la science.